sommes de retour sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et comme convenu, comme annoncé, eh bien, il est temps désormais de réouvrir nos pages politiques et nos interviews en conséquence avec aujourd'hui eh bien, le responsable de la publication du magazine en ligne vuedailleurs.com, monsieur Cédric Leboussy. Bonjour Cédric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, Cédric. On va commencer votre intervention avec une actualité fraîche, c'est les élections législatives en Suède, puisque la droite va devoir composer avec l'extrême droite. Comment est-ce que vous analysez ce mouvement et on le verra ensuite dans une seconde question, est-ce que ça pourrait être la même chose en Italie? L'Italie qui, pareil, élection législative le 25 septembre prochain. L'analyse que je pourrais porter sur les résultats des élections législatives en Suède, elle est très simple. Hein. C'est tout simplement les inquiétudes des populations européennes depuis quelques années qui se reflètent dans les urnes en fait. Donc ce qui s'est passé en Suède, on l'a vu il y a quelques années en Grèce avec la montée de l'extrême gauche. Et donc les Suédois sont face aux problèmes migratoires comme tout le reste de l'Europe. Donc le vote extrême, pour moi, il me paraît naturel en fait. Ok, d'accord. Il y paraît naturel. Vous parlez de la Grèce, extrême gauche, mais bon, on est effectivement dans les extrêmes. Le 25 septembre prochain, l'Italie, les électeurs italiens vont aller voter pour leur député. L'Italie qui est de tradition, empiriquement, on a déjà vu récemment l'extrême droite arriver au pouvoir. Le ministre de l'Intérieur pendant un temps, Matteo Salvini, a été lui d'extrême droite. Oui. L'Italie, vous parlez des flux migratoires, est confrontée beaucoup plus que la Suède à cette problématique d'immigration non maîtrisée. Oui. Inévitablement, l'extrême droite va revenir au pouvoir en Italie, selon vous. C'est ce que disent les sondages. C'est ce que disent les sondages aujourd'hui. C'est que les sondages donnent la droite, c'est-à-dire l'extrême droite, et la droite, donc la coalition de droite, elle a de fortes chances de gagner les prochaines législatives. C'est normal un peu, excusez-moi, c'est normal comme je vous disais tantôt avec la Suède, ce phénomène qui se passe en Italie, l'Italie c'est souvent le laboratoire en fait en Europe, ce qui se passe en Italie se reproduit dans tout le reste de l'Europe après. L'Italie, la Grèce, tous les pays de la Méditerranée sont depuis quelques années face à des flux migratoires très très importants. Que l'Europe, on n'en parle pas. Les partis traditionnels, c'est-à-dire les partis de gauche classique et de droite classique, les populations ont l'impression que ne résout pas les problèmes. Quand vous regardez le nombre de flux migratoires qui sont arrivés ces dernières années, même pas plus longtemps que cet été encore à Lampedusa, ils sont très importants. Donc les Italiens, ils ont, enfin c'est pas qu'ils en ont marre, mais ils veulent du concret. Et souvenez-vous l'arrivée de Matteo Salvini, c'était ça en fait, proche du peuple. Les citoyens européens ne se sentent pas proches des dirigeants, des politiques en fait. Il y a un vrai clivage entre la classe politique et ce qu'on appelle les élites finalement et la base, le peuple. Oui, c'est le problème des partis traditionnels en fait. Nous on a eu Emmanuel Macron, même s'il a gagné le deuxième mandat, on a eu Emmanuel Macron, l'arrivée d'Emmanuel Macron c'était un peu ça aussi. Emmanuel Macron arrivait avec un enthousiasme en disant voilà je vais changer les choses, je vais prendre les forces de gauche, les forces de droite, les gens avaient besoin des nouvelles têtes, c'est comme ça qu'Emmanuel... Et là je pense qu'en Italie on vit la même chose avec la coalition de droite. Attention, même si on dit... C'est pas qu'on dit par rapport à ce que l'on voit des analyses politiques, c'est l'extrême droite qui dirigerait. Mais pourquoi dirigerait? Tout simplement parce que Fratelli d'Italia n'était pas dans la coalition dans le gouvernement précédent. C'est ça en fait. Donc il y a beaucoup de mouvements politiques qui ont pris part à la coalition de l'ancien gouvernement. Fratelli d'Italia non, eux ils ont toujours pas pris. Et donc eux ils sont en ballottage favorable. Vous dites que l'Italie c'est le laboratoire politique de l'Europe. Est-ce que un scénario à l'italienne la probabilité d'un scénario à l'italienne pourrait se produire en France? Moi, je pense qu'elle pourrait se produire, parce qu'on est vraiment limite. Comme je vous disais quand on préparait l'interview, aujourd'hui, le parti de l'opposition, le parti numéro 1 au Parlement, à l'Assemblée nationale, c'est le Rassemblement national. Disons clairement les choses. Le premier parti de l'opposition, c'est le Rassemblement national. Si demain, Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale, je pense que Marine Le Pen gagnerait plus encore des députés qu'elle en a aujourd'hui.
Mais c'est la raison pour laquelle probablement Emmanuel Macron ne dissoudra pas l'Assemblée nationale. Alors, ça, je ne vais pas rentrer dans de la politique fiction. On ne sait pas, demain, on ne sait pas ce qui peut se passer. C'est là, je rebondis sur le Conseil national de la réconciliation, il me semble, ou de la refondation. La refondation, voilà. Et c'est pour ça que je pense que cette structure, elle est très très importante. Elle sert à quoi cette structure? De redynamiser le dialogue, la démocratie en France. Parce que regardez ce qui s'est passé. On a eu les Gilets jaunes, la crise des Gilets jaunes, même si cette structure arrive longtemps après la crise des Gilets jaunes. Qu'est-ce que les Gilets jaunes demandaient? Les Gilets jaunes demandaient beaucoup de choses, démocratie participative, mais les Gilets jaunes ne pouvaient pas s'exprimer au Parlement. Parce que le processus pour s'exprimer au Parlement, il faut être élu, on ne peut pas vous inviter comme ça au Parlement, sauf au Sénat quand ils font des commissions. Donc, il fallait trouver un espace pour permettre aux syndicats, aux associations, aux partis politiques, à toutes les forces vives de la nation pour pouvoir échanger. Maintenant, peut-être ce qu'on reproche aujourd'hui à Emmanuel Macron, c'est la manière dont comment c'est fait. Il aurait peut-être procédé d'une autre méthode, c'est la méthode qu'on critique. Mais dans le fond, l'idée elle est intéressante et je trouve même que c'est peut-être cette idée-là qui pourrait nous sauver du scénario à l'Italie, à la Suisse. Voilà. On va dire plutôt à la suédoise. Attendons encore l'Italie. Attendons, c'est le 25 septembre prochain, comme vous dites, effectivement, pas de politique fiction. Oui. Qui participe à ce Conseil national de la refondation? Tous les partis, sauf tous les partis ont été invités. Il y a beaucoup de partis qui ont refusé. Même le président du Sénat a refusé l'invitation. Le Rassemblement national, naturellement, ils ont refusé l'invitation. Et puis, il y a eu l'absence d'Édouard Philippe parce qu'il était retenu au Canada. Parce que vous savez qu'au Canada, en ce moment, il y a une réunion de tous les pays qui sont dans le patrimoine national de l'UNESCO. C'est pour ça qu'il n'est pas venu. Mais bon, maintenant, après... Il pouvait, s'il voulait, il pouvait envoyer quelqu'un. Enfin, bon, on ne sait pas, mais lui, on a constaté l'absence d'Édouard Philippe. On a constaté. On va parler d'Édouard Philippe dans un instant, Cédric, avec vous. Juste avant, je voudrais vous poser une dernière question sur ce Conseil de la refondation, Conseil national de la refondation. On a vu son objet, on a vu qui y participait et qui y participait pas, surtout, finalement. Quels sont les thèmes qui vont être débattus tous les thèmes, en fait, tous les thèmes de la transition. Ce qui est intéressant, déjà, je réponds d'abord à votre question. Tous les thèmes, c'est-à-dire la transition écologique, le bien vieillir, en fait, la santé, l'éducation, en fait, tous les thèmes qu'on a aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant dans le fond, c'est que c'est ce qu'ils proposent, maintenant attendons voir, c'est pas encore fait, c'est de dire les sujets qu'ils trouvent très très intéressants pour pouvoir changer, que les Français se posent des questions, notamment sur l'immigration, sur la santé, sur l'éducation, sur comment on appelle ça, les institutions publiques. Voilà, les institutions publiques, c'est de faire des référendums. C'est une sorte de Grenelle, en fait, en quelque sorte. Oui, mais il faut voir comment ça va parce que là, on n'est que dans la théorie, là, on n'est que dans l'idée, même s'ils ont fait une réunion. C'est que le début, voilà. Il faut voir comment ça va être concrétisé, comment ça va se traduire. En plus, il n'y a pas les partis d'opposition. Il faut voir, mais sinon, il faut louer vraiment l'initiative. Elle est très bonne. Maintenant, attendons de voir. Attendons de voir de quoi ça découlera, qu'est-ce qui en découlera et si ça permet de calmer la grogne sociale qui commence à poindre un peu le bout de son nez. Le 29 septembre, lui Antoine, il y a des grèves. Des grèves de la SPA. Dès ce week-end d'ailleurs. Voilà. Il y a des grèves. Donc vous voyez, donc tout ça, à un moment donné, on parlait d'un septembre noir. Le mois de septembre, c'est vrai qu'il n'est pas encore terminé, mais il y a beaucoup de choses qui vont se passer encore. Et on va revenir encore sur ces questions-là. Alors, le pouvoir d'achat, on est dans une question légitime, du coup. Mais il ne faut pas oublier que de l'autre côté, nous, on n'est pas là, on n'est pas partagé. Il faut dire les choses clairement. Nous sommes là pour c'est une très bonne initiative. C'est une très bonne initiative. Quelle est la devise de vuedailleurs.com? C'est les opinions sont libres, les faits sont sacrés. Exactement, voilà, les faits sont sacrés, Cédric. Du coup, on parlait d'Édouard Philippe, qui est au Canada actuellement, mais comme je le suppose, c'est pas un acte manqué, puisque certains, de plus en plus, on lit à droite à gauche qu'Édouard Philippe pourrait être un candidat pour les prochaines élections de 2027, mais que pour ça, pour avoir son image de présidentiable, il doit s'émanciper d'Emmanuel Macron. Du coup, est-ce que pour vous, Édouard Philippe doit s'affirmer aujourd'hui comme candidat? Je vous pose la question. C'est vous qui êtes invité, c'est pas moi, Cédric. Vous pensez que la priorité, la préoccupation des Français aujourd'hui, c'est de savoir si Édouard Philippe doit se présenter en 2027? On est en 2020. Attendez, j'arrive, je vais répondre à votre question. On est en 2022. On a la guerre. Au port de l'Europe. Voilà, au port de l'Europe. On a l'inflation.
le pouvoir d'achat, les tarifs de l'alimentation qui montent. Vous pensez que c'est la préoccupation des Français? Non. Mais pour répondre à votre question, comme je vous ai dit hier, Édouard Philippe, pour moi, il ne se positionne pas encore pour... Oui, c'est très loin. Le parti d'Édouard Philippe, Horizon, fait toujours partie de la coalition de la Renaissance au Parlement. Tant qu'ils font partie de la coalition, on ne peut pas se poser encore de questions sur Édouard Philippe. Je pense que c'est trop tôt. D'ici là, oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Énormément de choses. Vous parlez de dissolution de l'Assemblée nationale. Si demain on se retrouve avec l'Assemblée nationale, on repart aux urnes. Tout peut se reposer en fait. Tous les quatre peuvent se reposer sur la table en fait. Donc je pense que c'est encore mais vraiment très tôt. Il faut vraiment très prudent. Ok. Voilà. Donc c'est pas encore le sujet, en tout cas. Pour moi non. Plus proche de nous effectivement, un des sujets qui est évoqué depuis un certain temps, c'est la réforme des retraites. En réalité, déjà, pouvez-vous me dire, Cédric, où on en est cette réforme qu'est-ce que propose Emmanuel Macron Emmanuel Macron, ça a été un peu, si vous voulez, il a brandi en fait ça pendant l'élection présidentielle, c'était sur l'âge de départ de la retraite. Exactement, qui aujourd'hui est fixé à 62 ans. Voilà, et lui, il voulait faire partir à 65 ans. Et pendant les élections, il est revenu un peu, il a dit voilà, 64 ans au lieu de 65. Mais personne ne refuse la réforme de retraite. Personne. Ce que les gens demandent, c'est la méthode. Encore une fois de plus, c'est la méthode. Dialogue. C'est le dialogue. Ils veulent discuter, de dire comment on fait. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Sinon, Emmanuel Macron ne gagnerait pas les élections présidentielles. Je parle pas de la... joué de peu, là. Oui, ça s'est joué de peu, mais il a gagné. Il a gagné. Donc, il a gagné parce que les Français ont validé son projet. C'est pas pour autant, puisqu'il n'a pas eu une majorité absolue au Parlement. Même relative. Voilà, mais vraiment, tout peu, ça s'est joué de justesse. On parlait d'Édouard Philippe, c'est un peu grâce à tous ces mouvements-là qui sont venus après. Donc, dans le fond, en fait, si vous voulez cette réforme de retraite, il faut discuter. Il faut vraiment qu'on arrive à discuter avec les forces, c'est-à-dire les syndicats, les représentants salariés, les syndicats, les partis politiques, les entreprises, les associations. C'est très important. Donc, on est dans un pays où la population est vieillissante. On parlait de l'Italie tout à l'heure. Les inquiétudes de l'Italie, si vous regardez, c'est que l'extrême droite, même en Suède, c'est la même chose, c'est la famille. On est dans une Europe où la population, on a des seniors très très importants. Donc il faut payer ces retraites-là. Donc ça va coûter très cher en fait. Oui, mais on est dans un système de solidarité. Notre système de retraite, c'est un système de solidarité. On ne peut pas passer de dire, demain on passe du système de répartition. Non, c'est pas possible. On peut pas le faire. Vous voyez, c'est trop brusque. Donc il faut trouver un juste milieu. Mais pour trouver le juste milieu, il faut dialoguer. Il faut dialoguer. Du coup, vous estimez, vous, Cédric, que le contexte n'est pas favorable au vote de la réforme des retraites telle qu'il est proposé aujourd'hui? Pas du tout. Pas du tout. Parce on court à une catastrophe sociale. Mais moi, je pense que si le fait maintenant, si le fait maintenant, on va peut-être aller vers une dissolution de l'Assemblée nationale parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne passeront plus. Et là, peut-être qu'on pourra arriver dans votre scénario que vous émettez tout à l'heure en disant est-ce qu'on peut assister à une dissolution de l'Assemblée nationale. Je pense que c'est un risque qu'il prend s'il fait la réforme de retraite maintenant. Parce qu'avec tout ce qui se passe, que la situation économique, la situation de contexte international, c'est pas le moment de faire des réformes. C'est pas le moment de faire des... La priorité, c'est le pouvoir d'achat, c'est préserver le pouvoir d'achat. C'est préserver le pouvoir de rassurer les Français par rapport à l'avenir. Donc moi, je pense, pour revenir, il ne faut pas faire la réforme de retraite maintenant. Même si elle est indispensable. Oui, elle est indispensable, mais il a 5 ans. Il a 5 ans. D'ici là... il a 5 ans, il a un Parlement tout juste acquis à sa cause. Donc, Oui, mais c'est les résultats. De toutes les façons, lui, Antoine, la réforme de la retraite, il faudrait bien qu'elle passe par le Parlement. Inévitablement. À moins que du 49.3, mais ça, là, c'est même plus une explosion sociale, c'est la révolution. Voilà, donc il faudrait qu'elle passe par le Parlement, ensuite le Sénat, donc on verra. Donc je pense que si elle passe par le Parlement, les parlementaires, même si ça passe le Sénat ne votera pas. Ne votera pas cette réforme. Très bien, merci beaucoup. Merci Cédric d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du site vuedailleurs.com. Vuedailleurs.com, un site très intéressant d'actualité où les opinions sont libres et les faits sont sacrés. Les opinions sont libres. Merci. C'est moi qui vous remercie, Cédric, d'avoir été avec nous ce matin. On marque une ultime pause et on se retrouve pour la suite et la fin de notre live du 16 septembre. A tout de suite sur TV Finance.